Je suis là ce soir pour Najah, donc je vais être celui qui va le guider pour nous raconter à la fois les dessins incroyablement forts de l'exposition et aussi pour nous raconter aussi tout un monde qu'on entend seulement dans les médias, dans les informations, dans les journaux, mais j'ai l'impression que c'est un monde qui a été oublié et dont on ne parle pas de l'intérieur. Et c'est tout l'intérêt d'être ce soir avec Najah pour nous donner une vision de l'intérieur. Je connais Najah depuis à peu près 2 ans, 3 ans. En fait, j'ai un projet de livre avec lui. On verra quand est-ce qu'il va se réaliser, je n'ai pas renoncé. On s'est rencontrés grâce à une amie franco-marocaine qui s'appelle Mina Driouche. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit « Regarde, c'est ce que je t'envoie en document joint et réponds-moi vite ». Ce qu'elle avait mis en document joint, c'était les dessins de Najah. Et effectivement, dès que mes yeux étaient en contact avec ces dessins, tout de suite, j'étais frappé, saisi, ému, touché. Et j'ai répondu à Mina « Je veux absolument rencontrer Najah ». Et depuis, le rêve de faire un livre est né. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il est toujours là, ce rêve. Alors, je voulais commencer cette rencontre par te poser une question qui peut paraître évidente ou trop simple, mais qui, moi, m'intrigue. À quel moment, Najah, tu as su, ou bien tu as pris la décision qu'il fallait faire ce travail, qu'il fallait faire ces dessins? Est-ce que tu te souviens de ce moment? Bonsoir à vous tous. Merci d'être là, aussi nombreux. La question, j'ai commencé à faire mes premières lignes quand on m'a transféré, peut-être une semaine après ma transfération dans la prison de droit commun. J'avais passé 3 mois dans le centre d'incarcération de 227 à Damas. Et on m'a transféré dans le centre de prison municipale de Damas. Une semaine après, j'étais dans la cellule, j'ai vu qu'il y a un prisonnier qui a un petit carnet avec un stylo. Donc il me l'a donné pour que je lui fasse, il a su que je dessine, que je lui fasse une illustration d'une poésie qu'il a fait, une poésie d'amour, de faire une œil qui pleure ou un machin de trop kitsch. J'ai fait le dessin, mais j'ai tracé tout de suite des croquis des prisonniers. J'ai rempli une page avec des prisonniers, mais quand il a vu le dessin, le garçon il a dit « Mais tu dessines des incarcérés, des prisons ?» Là j'ai eu peur, j'ai déchiré tout de suite la feuille, je l'ai jetée. Ça a pris encore 1 an que j'ai repris ce dessin parce que je n'osais pas dessiner après. Donc dès que je suis arrivé à Beyrouth, ça veut dire 2 mois de ma libération, j'étais incarcéré le 3 septembre 2014 jusqu'à le 16 juillet 2015. Et le 3 octobre 2015, j'ai traversé avec ma femme et ma fille les frontières syro-libanaises et arrivé à Beyrouth, 1 semaine après, j'ai eu le courage de dessiner. Et là, j'ai décidé vraiment avant d'oublier, en fait, l'être humain, il oublie souvent peut-être. Et j'avais pas du tout l'envie d'oublier. J'étais tellement frustré de marquer, de témoigner, de raconter ce que j'ai vu dans les prisons des renseignements du service du régime syrien. Et pourquoi tu avais été arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc tout ça se passe dans le cadre du printemps arabe, dans le monde arabe, et donc c'est dans ce cadre-là. Mais toi précisément, comment s'est passée cette arrestation? Pourquoi on t'a arrêté? Qu'est-ce que tu as fait d'illégal pour eux? Suite à ma participation aux manifestations en Syrie, à Damas et dans ma région, j'ai été dénoncé à plusieurs reprises au service du régime.
La première tentative, arrêtée la première fois le 5 mai 2011. Après, c'était un garde à vue. Après un mois, ils ont attaqué ma maison. Je me suis caché quelques mois chez ma belle famille à Damas. Un an après, ils m'ont arrêté un mois, accusé de participation aux manifestations, troublement de l'ordre public, démoralisation des sentiments nationaux, affaiblissement de la nation syrienne, arabe syrienne. Donc, c'est des accusations assez graves. Et pourquoi tu avais décidé de participer à ces manifestations? Est-ce que tu peux nous raconter le tout début de ce moment important dans l'histoire arabe moderne, qu'on appelle donc les printemps arabes? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui s'est passé avant que ça n'éclate? C'était quoi l'ambiance? Et par rapport aussi le monde entier sait que le régime syrien, depuis Hafez al-Assad, était extrêmement féroce avec ses propres citoyens, que les renseignements secrets syriens étaient incroyablement puissants et cruels. Et comment tout cela a préparé le printemps arabe? Et toi-même, comment tu t'es situé dans tout ça? Et pourquoi tu as décidé de participer à ces manifestations? Et avec qui? Oui, moi je suis né en 1970, en août. Et Assad, le père, était ministère de Défense depuis 1966. Et il a pris le pouvoir 2 mois après ma naissance. Donc moi j'ai grandi avec la famille Assad, j'ai grandi avec ce régime très fort, avec la peur. Dans quelle ville tu as grandi? Je suis né à Homs, qui est moitié bombardée maintenant. Il y a 2-3 quarts de sa population qui est expulsée. Et tu as grandi à Homs? Oui, j'ai grandi à Homs. Ma famille elle vivait là-bas, mon père il travaillait là-bas. Donc, jusqu'à 88, où je suis rentré à l'école de Beaux-Arts de Damas avec éducation qu'on n'ose pas parler. J'ai vécu les mouvements, les événements des années 80 en Syrie, où il y a eu les premiers soulèvements contre Assad par la population. Il y avait les communistes contre Assad et même, en même temps les frères musulmans, et ça a causé le bombardement de la ville de Hama. Il y a eu entre 20 000 jusqu'à 40 000 morts. C'est là où ils les ont gazés. Oui, des disparus, des milliers de prisonniers. Tu avais quel âge là? Ça a commencé quand j'avais 9 ans. Et donc tu avais déjà conscience tu avais conscience de tout cela déjà, de cette atmosphère irrespirable, oui, déjà? En fait, voilà, de plus que la région du Moyen-Orient et les résultats de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le conflit dans la région israélo-arabe, donc les régimes qui profitaient de ce conflit pour utiliser une oppression contre la population en se disant avec un argument, oui, on est en lutte, on est en guerre, donc ça fait que la population vivait sous cette oppression. Donc on est une population soit qui se révolte, mais on a développé en nous une autocensure très forte. Donc les gens, ils se contrôlent eux-mêmes. Je me rappelle, dans mon quartier, j'ai vu notre voisin jeté par une voiture de police, il était pendu. Pourquoi? À l'époque, c'était des opposants. Il y avait pas mal de jeunes qui sont disparus dans notre quartier quand j'avais 10 ans. Donc tout ça, c'est dans notre esprit. Donc jusqu'à l'école de Beaux-Arts où je suis rentré, le parti basse avec éducation nationale. Dans l'école de Beaux-Arts, chez nous, il y avait une journée de militaires. Service militaire pendant une journée chaque semaine. Chaque semaine? Ouais. En fait, c'est pas pour le militaire, c'est juste pour faire peur aux étudiants. C'est pour contrôler la... Et qu'est-ce que vous faisiez pendant cette journée? On s'habille en militaire, on est dans une classe avec des habits militaires. Dans la classe? Dans la classe. Les officiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne nous donnaient rien. Juste, ils nous humiliaient.
pour qu'on soit bien dressé. Par exemple, en faisant quoi? Si tu parles trop, tu te mets à genoux. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Il faut se taire, se moquer de nous. Apprendre des choses, des conneries. Comment faire le combat, comment faire la... C'est pas du... Et c'est valable pour tous les lycées, les universités, ou bien oui, bien sûr, oui. C'était la même chose? Oui. Jusqu'à 93, où j'ai eu mon diplôme, je suis venu en France pour continuer mes études. Est-ce que c'est cette atmosphère-là de grande peur, installée, intériorisée, qui a mis en toi, réveillé en toi, ou bien installé en toi un désir de devenir artiste? Ça vient d'où ce désir, à l'origine? À l'origine, j'aimais le dessin depuis que j'étais petit. Je regarde la télé, je dessine. Je regarde les bandes dessinées, je dessine. C'était une envie d'animal au fond de moi. Mais de là à avoir le désir d'artiste, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire à se présenter dans l'école des beaux-arts, de le réussir, de faire des études d'art et tout ça. Est-ce qu'il y avait un but précis ou tu voulais juste tenter le coup? Comme je dessinais beaucoup depuis que j'étais petit, j'ai travaillé quand j'étais enfant, mineur, des travaux très durs. Pour gagner un peu de sous avec mon frère, j'ai porté des briques, j'ai vendu, j'étais très mineur. Donc j'ai compris que la vie c'est très dur et je ne veux pas être un travailleur ni un fonctionnaire. Et comme j'ai senti que je dessine bien, donc j'ai compris assez tôt que si on a quelque chose qui est un don, il ne faut pas le laisser tomber. Peut-être c'est un des privilèges de travailler quand on est mineur. On comprend que la vie est... mais après... Mais comment tu as fait pour aller jusqu'à Damas? Est-ce que par exemple ta famille t'a aidé? Comment tu as fait pour l'argent? Je suis rentré dans un centre d'art plastique dans la ville de Homs. Oui. Là, j'ai vraiment commencé à apprendre à dessiner. Qu'est-ce que tu dessinais à ce moment-là? Qu'est-ce qui sortait? Peut-être quand j'étais enfant, ça me faisait plaisir quand je dessine et je vois que mes parents sont séduits, sont ébadés, les cousins, les parents. Donc l'envie de séduire les autres, ça donne envie de continuer et améliorer ses dessins. Tu les dessinais, eux? Non, je dessinais plutôt des trucs de cow-boy, les animaux, la guerre. La guerre, je dessinais beaucoup parce que... Quelle guerre? La guerre d'octobre, la guerre israélo-arabe. Donc, je dessinais souvent des avions, tout ce qu'on parlait, des soldats, des chars, des avions, des parachutistes. Donc, tu avais conscience aussi que tout ça n'était pas si loin que ça? Que? Tu avais conscience, même déjà très tôt, que la guerre n'était juste à côté, puisqu'il y avait déjà ce qui se passait au Liban, Israël, et puis l'intervention de la Syrie. Tout simplement, la population du Moyen-Orient, c'est une population traumatisée par la guerre. Vous imaginez combien de millions de personnes sont tous les Israéliens, les Palestiniens, les Égyptiens, les Jordaniens, les Syriens, les Irakiens à l'époque. Les Iraniens, c'est des populations, les Kurdes, c'est... On ne sait pas comment... Il faut beaucoup de psychologues qui travaillent sur ces genres de thérapie, Ils ont beaucoup subi. Ouais. Je me rappelle toute mon enfance, j'ai dessiné des chars, des pistolets, des avions qui bombardent. Parce que c'est des choses qui passaient dans ton quotidien, tu les voyais ou bien... Oui, sur la télé, à la télé, dans le quotidien. Et c'était aussi une ambiance dans laquelle tu vivais? Oui. Même s'il n'y avait pas de bombardement sur notre ville, mais tout le temps, il faut être martyr, il faut être un bon soldat pour combattre les ennemis, pour défendre la nation.
Bon, dans cette éducation, d'un seul coup, je suis rentré par hasard dans ce centre où il y avait des profs qui venaient de Damas. C'était des profs avec un esprit assez communiste, pas tout à fait assez proche. Et ils voulaient nous apprendre. Et là, j'ai découvert de la croix. Il y avait des livres. Le peintre. Croix, ouais, de Michel-Ange, Léonard. Après, j'ai découvert tout de suite, il y a Van Gogh, Cézanne. Et là, j'ai découvert la peinture à l'huile, l'aquarelle. Donc, cette envie de continuer en art plastique, c'est développé dans ma tête. Oui. Et j'ai appris après qu'il y a une école de beaux-arts à Damas, donc j'ai tenté ma chance vraiment pour rentrer. Et tu l'as eu tout de suite? Oui, j'ai eu mon bac et puis je me suis présenté avec 3 copains. Il y avait 5000 candidats parce qu'il n'y a qu'une seule école de beaux-arts à Damas. Je l'ai eu. On était 100 à peu près qui étaient acceptés. Donc j'ai fait 4 ans. Et quand je suis venu en France, là j'ai découvert la faille de connaissances entre l'école de beaux-arts de Damas et ce qui se passe en Europe. Et c'était quoi cette faille? Donc l'école de Damas, vous savez que la Syrie était sous l'Empire ottoman pendant 400 ans. Et après la Première Guerre mondiale, il y a eu la division du Moyen-Orient entre les Anglais et les Français. Les Anglais, ils ont pris l'Irak, Jordanie et Palestine. Et les Français, c'est la Syrie et le Liban. Donc la France est restée 25 ans jusqu'à 1946. Et il y a eu des gouvernements assez libéraux, démocratiques pendant 10 ans. Et la première école de beaux-arts, elle était ouverte en 1959 ou 60. Donc l'apprentissage de l'art en Syrie, c'était... Bon, pour nous, à l'école de beaux-arts, la Guernica de Picasso, c'était la fin de l'art moderne. Donc quand je suis venu en 93 en Europe, j'avais dans ma tête que il n'y a que Picasso et Matisse qui sont fermés là. Il n'y a rien qui est passé après. Et ma première choc, c'était quand j'ai vu en France des tables dans un café où c'était imprimé des Pissarro. Camille Pissarro sur une table. Pissarro, l'autre table Cézanne, une autre table Gauguin. C'était une blasphème pour moi. L'art que j'étais éduqué, moi je suis venu en France pour imiter ces idoles pour moi. Et ils sont sur des tables. Et le pire, j'ai vu des t-shirts de Van Gogh. Donc là, j'ai bien compris qu'il y a des choses qui sont passées dans l'art moderne. Alors, le grand choc, c'est d'aller au centre de Georges Pompidou. Et j'ai compris qu'il y a l'installation, qu'il y a eu des mouvements artistiques, intellectuels en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, j'étais admis à l'école de Beaux-Arts de Rouen. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont appris. Je suis passé l'équivalence avec 200 étudiants. Il y avait des Américains, des Allemands, des Français, des Japonais. Moi, j'avais un carnet de dessin. Et j'avais fait 4 ans à Damas. Et la plupart des gens qui ont passé la commission, ils avaient fait des écoles. Apparemment, les profs, ils ont dit, c'est un Syrien, on va découvrir qu'est-ce qu'ils font les Syriens. C'est la première fois qu'il y a un Syrien dans les parages. Et ils ont vu que je dessine, j'avais une certaine expérience, envie de dessiner. Et dans les ateliers que je rentre, je vois des installations, une étudiante qui mettait des appareils téléphoniques les uns sur les autres, un autre qui mettait, des chaussures, une fille toute nue, elle met de couleurs, elle s'enroulait avec des papiers. Moi, j'avais ramené avec moi un chevalet avec des pinceaux et
Et je comprenais à peine le français. Et après, j'ai compris qu'il disait « Ah, le petit bourgeois ». Pourquoi? Le petit bourgeois qui vient... Ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était... que je porte avec moi les outils de dessin pour les cours de soir. Les bourgeois qui viennent apprendre des cours de soir à l'école de Beaux-Arts, ou les retraités. Alors là, je me suis réfugié. J'ai demandé l'asile dans l'atelier de gravure et lithographie à l'école de Rouen, école de Beaux-Arts de Rouen. Rouen, vous savez, c'est une... l'école se trouvait à 2 pas de la cathédrale de Saint... que Monet a dessiné, Claude Monet. La cathédrale que Monet a fait la série des peintures à l'huile, l'impressionnisme. Bon, j'ai passé 2 ans à Rouen. J'ai appris de la gravure, la lithographie. J'ai dessiné. Mais je n'ai pas vraiment osé de franchir le pas d'aller vers l'art moderne. J'avais vraiment une peur de moi, manque de confiance. Des difficultés J'avais pas vraiment la liberté au fond du moi. J'avais peur de ce qui se passe, de voir ce qui se passe dans l'art moderne. Et puis, ce qui était marrant, que les étudiants, à l'époque, ils n'aimaient pas dessiner. Il y avait les cours de modèle nu. Moi, j'ai jamais dessiné un modèle nu. Les élèves, ils venaient pas. À l'époque, c'était ça. C'était à la mode. Maintenant, c'est revenu un peu, le dessin. Je sais pas. Parce qu'à l'époque, tout ce qui est figuratif était considéré comme du passé. Oui. Maintenant, le figuratif est en train de revenir. Mais dans les années 90, c'était pas encore... Donc j'imagine que pour eux, tu passais pour un peintre du 19e siècle, qui passe encore par le dessin, donc un peu vieux, qui vient d'un monde... Ah, tu veux nous séduire, que tu sais dessiner. Vraiment, ça m'a bloqué. Quand ma femme est venue chez moi, j'étais en train de dessiner des insectes. Qu'on retrouve dans l'exposition. Ah oui, c'était une oppression. Ah, je sors de la série de dictature, je tombe ici dans la liberté extrême, et que ça m'a bloqué vraiment. Et je suis rentré en France, en Syrie. Mais avant ça, moi j'aimerais beaucoup que tu nous parles de qu'est-ce qui s'est passé quand tu as déménagé à Damas. La rencontre, donc là on se rapproche pour étudiants, comme étudiant. Donc tu as déménagé de Homs à Damas pour entrer dans l'école des beaux-arts de Damas. Oui. Là, donc, tu es dans la capitale, le centre du pouvoir, un autre monde. Qu'est-ce qui et puis, le fait de se rapprocher à ce point-là du centre du pouvoir, qu'est-ce que tu as ressenti à la fois une formation politique, ta conscience, Déjà, dans le concours où il y a 5000, on voyait qu'il y avait des soldats et des officiers qui ramenaient leurs fils, à passer le concours. Pourquoi ? Parce que les militaires, ils ont pris le pouvoir avec le Parti basse en 1961. Donc les militaires, jusqu'à que Najal Boukaya a passé le concours en 1988, il y a eu une classe de la bourgeoisie militaire. Donc les militaires qui venaient souvent de la classe des provinces de la Syrie, des provinciaux, des villages qui allaient vraiment... Ce sont des provinciaux qui se sont enrichis grâce au pouvoir en déménageant à Damas et que, du coup, pour devenir bourgeois, inscrivaient leurs enfants dans l'école des beaux-arts. C'est ça, pour avoir une légitimité artistique. Enfin, quelque part. Jusqu'à 2010, il y avait vraiment une aristocratie militaire en Syrie. Tu avais des filles descendantes d'un tel officier qui sont maintenant des galeries, qui dirigent, qui invitent les artistes. Une vraie bourgeoisie.
une vraie bourgeoisie. Vraiment, mais la Syrie, c'est devenu une partie de très pauvres et... Oui. Mais cette bourgeoisie, si quelqu'un attend maintenant, mais c'est bien, ils comprennent l'art. Mais pour eux, l'art, c'est juste un produit de luxe. Il ne faut jamais toucher la vérité en Syrie. Bien sûr. Et donc, il y avait avec toi des enfants de militaires dans l'école des Beaux-Arts. Et c'était quoi le On était 100 acceptés en première année. Il y avait parmi nous 60 au moins qui sont pistonnés parce que leur père, leur famille, ils sont du pouvoir, des militaires. Il y avait au moins 100 qui sont... le reste, leur père, c'est des partis basses, partis politiques. Et on était au moins, même pas 15 qui sont dessinateurs, qui savent dessiner. Donc là, tu rentres vraiment dans une ambiance qui te pousse vraiment à être toujours en confrontation avec... mais on comprend déjà... Qu'est-ce que ça veut dire en confrontation? Confrontation directe ou bien au fond de toi ne pas se laisser... Oui, tu ne peux pas leur dire... Parce qu'ils avaient du pouvoir, ils pouvaient faire des choses. Il y avait souvent des militaires dans l'école. L'argument, c'était de protéger les étudiants. De quoi? De la liberté, oui, il y a des mauvais esprits qui viennent. Et toi, dans tout ça, toi, comment tu te formes dans tout ça? Donc, ça va, il y avait les cours de dessin souvent, de nature morte, les statues des masques grecs. Il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait que deux femmes de ménage de l'école de Beaux-Arts. Ils étaient habillés en costume traditionnel. C'est eux qui étaient embauchés pour poser devant nous. Et un monsieur qui faisait aussi le café, c'est lui qui posait pour nous. Il s'assoit sur une chaise. On l'a dessiné pendant 4 ans. Tu te souviens de son nom? Abou Saïd. Abou Saïd. Oui. Et c'était à nous de regarder les livres qui sont dans la bibliothèque. Pour cela, quand je suis arrivé, j'avais passé des heures à la bibliothèque de l'école de Beaux-Arts à voir les livres des maîtres de Millet, Picasso, les impressionnistes. Donc, quand j'ai vu Camille Pissarro sur une table, c'était comme tu n'as pas vraiment, compris. Pour nous, c'était la Bible. Regarder un livre des impressionnistes. Mais comment tu expliques ça? C'est une forme de complexe d'infériorité vis-à-vis de l'art occidental, chez les Arabes? Oui, peut-être. Peut-être pour nous, on n'est pas... Ou alors la domination de l'art occidental. À l'école de Damas, voilà. À l'époque, si on faisait de la calligraphie, on est considéré intégriste. Personne... Il y avait des cours de calligraphie, mais si on fait un tableau avec des ornements ou de donc en arabe, hein? Voilà, on est sous-développé, on est en arrière. Donc l'identité artistique et culturelle arabe, elle est considérée comme c'est de l'artisanat. Rétrograde. Voilà, oui. Donc, et la plupart des profs, ils nous poussaient à chercher notre identité syrienne. Laquelle? Laquelle? Il faut revenir, il faut s'appuyer. Je vous donne un exemple. Un Français, un Allemand, un Suisse. Pour chercher son identité, c'est 10 ans, 20 ans, c'est pas grave. Il y a une histoire. Mais nous, il fallait qu'on revienne 3000 ans avant Jésus-Christ, l'époque de Astarté, la déesse de l'amour, la déesse de machin, la déesse... Et tout ce qui est islam, c'est rétrograde, c'est pas une identité.
Donc, et moi aussi, j'étais vraiment touché. Je dessinais à une époque la déesse de la fertilité, la déesse de machin, le dieu de Gilgamesh. Donc, il fallait qu'on revienne 2000 ans en avant. Et peut-être la personnalité de Jésus. Donc, surtout avec le conflit qu'il y a eu pendant les années 80 entre le régime et les frères musulmans. Donc tout ce qui touche à l'oriental, à l'art de ornement, il est considéré comme... Donc, si je comprends bien, là, il y a deux choses. Aussi bien un complexe par rapport à l'art occidental, voilà, qui vient de la colonisation, et que même si les puissances... La science, c'est pas juste la science et tout ça, c'est en partie, mais il y a encore tout ça comme des restes dans la mentalité arabe, tout ça jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, il y a comme une forme de honte de soi vis-à-vis de ses origines artistiques, héritage. Et donc, du coup, si on se réfère à certains, par exemple, la littérature arabe ancienne, tout ça, il faut toujours parler de Jacques Derrida et de Michel Foucault que de quelque chose d'autre. Donc il y a une forme de continuité coloniale presque jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que je comprends ce que tu dis. Hein. Il y avait à la fois ça, c'est-à-dire un héritage colonial qui n'est pas encore du tout réglé et qui continue de dominer les esprits jusqu'à aujourd'hui dans le monde arabe, c'est-à-dire les riches se réfèrent à l'Europe, à l'Occident, pour eux la modernité. Et l'arabe, la langue arabe, la culture arabe, c'est pour les pauvres qui n'ont rien, puisque de toute façon, eux, ils n'ont aucune importance dans la société. On peut leur jeter la langue arabe. Pour moi, c'est comme ça aussi que j'ai vécu là. Malheureusement, hein, tout ça, je le dis avec un grand sens critique que j'espère que vous entendez dans ma bouche, et que du coup, il m'a fallu un temps fou, en tout cas, pour me réconcilier avec cette chose qui, je ne comprends même pas que des Marocains puissent, à ce point-là, nous avoir rejetés dans cette fausse idée de la langue arabe, comme une chose pauvre et qui n'a aucun intérêt. Dans ton cas, toi, il y avait aussi le régime donc, de Hafez al-Assad qui était en conflit avec les islamistes, parce que c'était Hafez al-Assad, c'était des Alaouites. En conflit avec les islamistes et Israël. Ils jouaient sur les deux. Il faut expliquer aussi que le régime de Assad, c'est des chiites, c'est une famille alaouite. Donc vous voyez, donc, je ne sais pas si vous... Peut-être qu'il faudra leur expliquer tout ça pour qu'on... C'est des subtilités pour... Non, c'est-à-dire que c'est une petite branche de chiisme. Les alaouites sont une famille, c'est une minorité à l'intérieur de la Syrie. Et c'est eux qui ont pris le pouvoir. Et tu me corriges si je me trompe, et que du coup, voilà, vous connaissez la fameuse guerre entre les chiites, les sunnites et tout ça, et en plus avec le projet des frères musulmans, voilà. Donc tout ça, c'était une menace réelle pour le régime. Oui. Donc tu étais entre ces deux choses, à la fois une forme de domination post-coloniale de l'Occident, à travers ses références artistiques, et aussi le régime syrien qui lui-même pousse à la peur et presque au reniement de soi. En fait, les soulèvements qu'ils ont eus à la fin des années 70, après 10 ans que Assad a pris le pouvoir, c'était un conflit parce que le clan d'Assad, les Alaouites, ils ont commencé à prendre les pouvoirs militaires complètement. Donc, ce qui a fait qu'il y a eu ce soulèvement, et que le régime a participé, est rentré dans la guerre civile au Liban, Les gens, ils ont compris que c'est une minorité qui a pris vraiment le pouvoir militaire. Tu étais politisé à l'époque ? Tu étais quoi ? Tu te situais comment politiquement par rapport à tout ça ? J'avais 4 ans quand j'ai vu me faire rentrer, je veux dire, la tête rasée, les pieds gonflés, parce qu'il était fait tabasser par le régime, par la police. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Pourquoi ils ont fait ça ? Il était dans le souk et puis il y a eu une manifestation. Il essayait de se cacher, ils l'ont arrêté. Donc arbitrairement. Ouais. Ça t'a marqué ? Bien, c'est normal. Oui. C'est normal. Il y a une peur en Syrie, c'est bien développé. Oh oui, on entendait parler de ça au Maroc. Hein. C'est-à-dire que de tous les régimes, je veux dire, Hassan II au Maroc aussi avait installé la peur d'une manière extrêmement
intériorisé en nous, mais on savait même au Maroc que c'était rien à côté du régime syrien. Et le régime syrien, peut-être si on parle de la langue arabe, le régime syrien, il joue il pousse au nationalisme, mais c'est du nationalisme arabe, mais qui l'utilise d'une manière chauvinisme. Oui, chauviniste, stérile, dangereuse. Même si à l'époque, le parti de Baas, après les périodes coloniales. Mais bon, tout ça, c'est très très long peut-être à expliquer. Mais tout ça, c'est juste pour donner un contexte politique à l'art de Najjar. C'est pour ça que je m'intéresse. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, à la fin 2010-2011, tu décides de participer toi aussi aux manifs. C'est pour ça que je te posais cette question. Et comment tout d'un coup ton art, qu'est-ce qui t'amène à, comme ça, à exploser, si je peux dire, à travers les dessins qui sont exposés ici. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, parce que aussi tu es syrien et que je suis comme toi arabe et que je comprends tout ça, mais en même temps, je n'ai qu'une vision de loin. Donc, je me dis que voilà, vous aussi, j'imagine, vous avez entendu parler de tout ce que le régime syrien faisait et tout ça, et qu'en même temps, avec le temps, c'est devenu presque comme un cliché sur la Syrie. Ah, la peur, le régime syrien et tout ça. Mais on n'avait pas tellement de témoignages. Il y a très peu de témoignages. Peu de gens ont écrit. Il y a eu très peu de films. Il y a eu, même les films qui ont fait, c'était fait d'une manière un petit peu artistique, symboliste et tout ça, sans parler réellement de ce qui s'est passé. C'est pour ça que, puisque j'étais devant moi, je m'autorise à te cuisiner un petit peu, si je peux dire. Je me dis que tu avais par exemple réellement peur. Que c'était quoi Tu connais bien dans les quartiers au Maroc, en Syrie c'est la même chose. Tu as le quartier, et puis tu as les enfants qui jouent, les gars de 5 ans, 10 ans, et puis il y a les gosses de première, du lycéen, qui jouent dans le quartier, qui sont très forts, qui jouent au foot. Et il y avait une bande de jeunes très gentils, que je me rappelle qu'on jouait ensemble, ils nous invitaient. Apparemment, ces jeunes de 15 ans, 16 ans, pendant les mouvements en Syrie, de fin des années 70, il a encouragé les garçons d'aller à la mosquée pour faire la prière, pour apprendre à chanter. Et moi, j'ai fréquenté la mosquée à cette époque. J'avais 8 ans, 9 ans. Et tout ce qu'on apprenait, c'est de chanter, réciter, faire l'ablution, d'être propre, ne pas crier, ne pas ta. Et après, on a senti qu'il y a des choses graves qui passaient dans le quartier, qu'il y a des voitures militaires qui venaient, qu'il y a des renseignements. Et on a commencé à entendre qu'il y a des mouvements qui se passaient à Damas. Et contre le régime. Oui, d'un seul coup, au moins 10 jeunes de 15 ans, ils sont disparus. Du quartier. On a appris qu'ils étaient incarcérés. Pourquoi? Ils soupçonnaient d'être des frères musulmans, appartenir à des mouvements islamiques. Et on a appris qu'ils sont morts, qu'ils étaient tués. J'avais 9 ans de savoir qu'il y a dans mon quartier tel machin, Fahad, Ahmad, Tata, il est mort, il est tué. Donc ça laisse des traces. Et puis de voir des déplacés de la ville de Hama, des garçons qui venaient avec leur famille, la ville qui était bombardée par le régime. Bombardée. Imaginons que maintenant Macron, il commence à bombarder Metz. Sa propre Macron commence à bombarder Laon, Amiens. Et ça fait peur. Je suis sûr que tous les Syriens, les Français, ils vont être en Espagne. Ou ils vont demander l'asile en Russie. Ça, c'est sûr. Soit ils vont détruire toute Paris. Les Français. En tout cas, ce que tu es en train d'expliquer... Ils ont une dignité très fort, les Français. Ils réagissent très fort. Ce que tu es en train d'expliquer... Si un policier français maintenant tire sur un gilet jaune, les Français, ils vont détruire le Louvre. Ils vont brûler toute Paris. Pour eux, leur dignité elle est plus forte que toute l'histoire. En tout cas, ce que tu décris là, c'est juste... Ah, tu es arrivé à m'énerver. Non, c'est sûr, il y a un Français ici.
Je ne représente pas. Ouais, pour vous. 10 jeunes Français morts par les forces du CRS ou Notre-Dame. Est-ce qu'un peuple révolutionnaire une fois l'est toute sa vie? Je ne sais pas. Non, on s'égare. On parle de toi. Non, ce qu'il essaie d'expliquer, Najah, c'est d'essayer de vous transmettre ce sentiment qu'un président d'un pays qui tue ses propres citoyens, c'est-à-dire qu'il les bombarde et tout en leur disant « soyez fiers de votre pays », tout en mettant en eux, et tout ça se passe sans que la communauté internationale n'intervienne réellement et tout ça. Donc on entend ça, nous, dans les informations et tout ça, et ça nous paraît normal. Voilà qu'un président, et donc d'où l'exemple de, imaginons que Macron fasse la même chose aujourd'hui, voilà ce qui serait la réaction. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à l'exemple. C'est seulement un gilet jaune. C'est pour ça que la police française fait extrêmement attention de ne pas toucher, si je peux dire, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose effectivement d'une mémoire révolutionnaire en France qui se réveille, et à juste titre d'ailleurs pour moi, et qui pourrait s'embraser encore davantage. Et c'est le lien. Et que j'imagine que tu nous as raconté tout ça pour justement répondre à ma question, comment veux-tu que je n'ai pas peur quand j'ai assisté à tout cela, Je fais un petit peu l'explication de texte, hein, si je peux dire légèrement. Mais, Au niveau de la démocratie, à l'école de Beaux-Arts de Damas, il y avait des réunions, on appelle réunions démocratiques. On se réunit comme ça, les étudiants du 3e année. C'était en 1990. Donc j'étais avec les étudiants, parmi les étudiants, il fallait poser des questions. Moi, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe. Une réunion, je pose des questions. Il y avait des étudiants, des filles autour de moi. Il faut séduire, impressionner. Donc je pose une question que j'avais entendu un jour avant sur BBC. Il parlait sur l'invasion irakienne au Koweït et la position que la Jordanie a prise, parce que la Jordanie avait soutenu Saddam Hussein, mais il n'était pas contre. Pas contre. Donc j'ai posé cette question. Laquelle? Quelle est la position de notre gouvernement syrien, notre qiyadatuna, comment on dit gouvernement. Notre gouvernement vis-à-vis de la position la position de la Jordanie vis-à-vis de l'invasion irakienne au Koweït. Donc il me répond que même pas 3 minutes, un étudiant vient, Najah Al-Boukaï, il est où Najah Al-Boukaï? Parce que j'ai donné mon prénom avant de poser la question. Najah Al-Boukaï, oui, c'est moi. Il m'appelle, viens. On me descend en premier étage, humilié. C'est qui est venu te chercher? C'est les forces de sécurité des étudiants du parti basse. Dans l'école. Ils veulent savoir pourquoi tu as posé cette question. Tu viens de quel parti? Qui t'a soutenu? J'avais pas des genoux. Oui, les genoux avaient fondu tellement tu avais peur. Donc, j'ai pas pleuré parce qu'il y a un moment où la peur nous fait sécher tous les liquides dans le corps. Bien sûr. Rien ne sort, ni larmes, ni urine, ni rien. La peur, c'est qui fait ça. Bien sûr. Quand on se fait arrêter, vous êtes coupé. Après cette séance de peur, qu'est-ce qu'ils voulaient de moi? Ils ont trouvé un pauvre étudiant d'une famille modeste qui a posé une question. Donc ils m'ont proposé de remplir un fichier pour être espion sur les étudiants. Comme ça, j'aurai une bourse de $15 par mois. Pour possibilité de continuer mes études après. Et je n'ose pas te poser qu'est-ce que tu as fait?
On n'est pas là pour te juger, mais... Ils m'ont dit, tu reviens 2 jours dans le centre de renseignement généraux d'étudiants, derrière l'école de Beaux-Arts de quartier. Là, je suis allé chez un de mes cousins qui est partisan du Parti Basse pour lui demander qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a dit, ah bah t'inquiète pas. Ils m'ont pas dit que tu vas remplir des fichiers. Ils m'ont dit que tu vas passer tel jour, telle heure. Ah, tu n'avais pas le choix. Non, il faut que je passe. Oui. Et mon cousin, il m'a expliqué, c'est simple, ils vont te demander d'être espion, de faire des rapports. Tu dis simplement que tu es prêt à sacrifier ta vie, à dénoncer tout le monde, ton père, ta mère, ta sœur, sans remplir le fichier. Ne remplis pas le fichier, mais tu te montres que tu es pour Assad à fond pour le parti. Par la parole. Par la parole. Ouais, je suis rentré, j'ai joué le jeu, ça a marché. Oui. Tu dis que tu travailles toujours, que tu es capable de... Défendre. Même si ton père, il est contre Assad, tu le dénonces. J'ai dénoncé. Non, j'ai pas dénoncé. Non, mais ils aiment entendre Donc, ce genre de phrases. Donc ça veut dire que vraiment, il y a une peur qui est... Ah oui, qui t'habite tout le temps. Ça, c'est Donc- la démocratie. J'ai voté en Syrie 3 fois. Une fois, j'étais au service militaire. Après mon retour de France, j'étais obligé d'aller faire mon service militaire. Tu sais comment on vote en Syrie? Non. Bon, il y a une urne, puis il y a des papiers, et puis il y a des papiers avec le oui ou non pour Assad. Oui, non. Il n'y a pas plusieurs des gens qui sont oui ou non. Et puis il y a un bol d'alcool Qu'est-ce pour que les ça veut dire? blessures. Ah oui. Et au service militaire, il nous a demandé d'enlever les épingles de prénoms. Qu'on met sur... Comme un militaire, ça, Les grades. carré. Les grades. Oui, Les grades. donc on les enlève, il faut les chauffer. Il nous a demandé de les chauffer et de nous faire piquer et de mettre le sang sur oui. Ah oui. Comme quoi, je sacrifie mon sang pour que Assad soit mon président. Ça, je l'ai fait en 99 quand j'étais au service militaire. 1 an après, Assad est mort. Bachar, son fils, on a fait encore une bulletin Référendum. pour choisir Bachar. Donc, je suis arrivé le matin, il y avait l'alcool, mais cette fois-ci, il y avait du coton, parce que Bachar, il est médecin. Il a fait Coton pour essuyer les mains.